Donc on va très vite passer sur le début du programme, Oui. puisqu'on a retenu la méthode, voilà, quelle méthode pédagogique, et la méthode pédagogique, c'est au départ, voilà, bon, vous avez le listing des différentes étapes de ce programme, et vous voyez que ça a commencé il y a un certain nombre d'années, grâce au professeur Walter qui nous a entraînés dans cette histoire-là. Vous avez bien compris que, quelles que soient les générations, nous nous inspirons évidemment et nous appuyons sur les générations précédentes, même quand ça n'est pas une très grande différence. Au suivant, on va tout de suite passer. Donc, ce que nous avait appris l'expérience bretonne, c'est qu'il était possible de pouvoir effectivement faire des formations et des sensibilisations à la prévention du suicide en milieu scolaire. Tout avait commencé de la façon la plus simple par effectivement une collaboration entre Sifou Rabat, qui était à ce moment-là directeur de la DOSEN, donc service de prévention rattaché à la MGEN, et Michel Walter, qui était effectivement jeune psychiatre impliqué dans la prévention du suicide des adolescents et avait ouvert son unité, ce qui avait fait heureusement un peu de bruit à l'époque. Et puis, comme vous le voyez, avait été mené dans la suite du programme que la DGS avait soutenu et que Jean-Louis Terra et Monique Seguin nous avaient proposé, avec les méthodes, et merci encore à Monique et Jean-Louis de nous avoir emmenés dans cette histoire-là, avait montré que les méthodes effectivement pédagogiques interactives de repérage de la souffrance, de repérage des signes de suicide étaient tout à fait transmissibles en milieu scolaire et que ça pouvait effectivement permettre de pouvoir effectivement donner des résultats de modification des pratiques au niveau effectivement local, de pouvoir effectivement sensibiliser, y compris jusqu'au milieu amical, familial, puisque Michel Walter avait fait une évaluation des résultats de son programme et avait montré qu'il y avait effectivement diffusion, y compris au sein des familles, ce qui était quand même un point important. Voilà, et puis c'était sur un système qui était relativement modique, facilement reproductible, et ça a duré quelques années, au plus grand profit de la Bretagne qui en avait déjà bien besoin. Ensuite, on passe à l'étape 2. Bon, la Bretagne, oui, et pourquoi pas l'Île-de-France, puisque la DOSEN était aussi en Île-de-France, et dans la continuité des contacts, donc c'est comme ça que Molly Fogman m'a contacté dans le cadre effectivement de ma participation au GEPS. Et nous avons démarré sur la même forme à peu près dans le 77, qui, comme vous le savez, pour ceux qui sont en Île-de-France, c'est un département qui a un taux de suicide chez les jeunes particulièrement important. Donc c'était indispensable de pouvoir essayer de pénétrer ce département pour lequel on avait une opportunité. Et puis dans la foulée, comme je travaillais dans les Yvelines et que j'ai un principe qui est que puisque je peux le faire dehors, pourquoi pas le faire auprès de là où j'œuvre. Du coup, nous avons eu la chance de pouvoir nous rencontrer avec le médecin de l'académie de l'époque, Madame Hirtz, qui connaissait déjà la formation prévention du suicide dans le cadre du travail qu'avait mené à ce moment-là le professeur Sarfati au niveau des Yvelines. Donc nous avions là aussi une opportunité facile de pouvoir continuer des conversations déjà entamées par nos prédécesseurs. Suivante, vous allez voir très vite que dans l'évaluation, nous avons pu effectivement observer qu'il y avait un certain nombre, que l'ensemble des participants, comme en Bretagne, étaient ressortis de cette formation extrêmement contents et que nous étions effectivement sur une forme simple qu'il était nécessaire de pouvoir effectivement évaluer. Après, très très vite, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait quelques freins. Le premier, c'est que les stagiaires nous avaient tout de suite interrogés sur la question de la postvention, qui n'était pas prévue dans le programme initial que nous avions proposé. Et que finalement, on s'apercevait que dans l'ensemble, ça restait à l'échelle du stagiaire et ça diffusait relativement peu dans les établissements. Et je crois que l'évaluation est sur la diapo suivante, dans la mesure où ça ne s'inscrivait pas dans un programme établissement, dans une volonté d'établissement. Donc, c'était effectivement compliqué. Du coup, nous avons, en tant que formateurs, pris l'initiative sans concertation ni avec la MGEN ni avec l'académie, en douce,
je le dis tout fort aujourd'hui puisque ça a été validé, de modifier le programme que nous proposions de façon à répondre aux attentes des stagiaires. Mais un des freins est quand même que quand vous êtes sur un modèle de ce type-là, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi officiellement avec une académie et pas plus avec une institution comme la MGEN. Donc nous prenons parfois des libertés, nous ne vous le disons pas toujours tout de suite. Et puis, évidemment, c'est le principe des programmes de formation évolutifs, c'est que ça marche ou ça marche pas. Parfois, on fait des tentatives, on corrige. Comme vous l'avez vu avec Papageno, ça passe son temps à évoluer d'une année sur l'autre. Ça a évolué dans le 77 parce que l'Académie nous a demandé de recentrer les formations uniquement sur les médecins, infirmières, assistantes sociales après une première partie plus large. Et pareil, dans le 78, on nous a dit prévention du suicide, sanitaire et social, surtout vous ne parlez pas aux enseignants. Voilà. Donc les contextes sont intéressants à prendre en compte. Et ce qui est très intéressant, c'est les évaluations. Et effectivement, là, au niveau des évaluations, une évaluation a été faite en 2012. Et Caroline, je crois qu'il est largement temps que je vous passe la parole. Donc, on a prévu en 2012 de rassembler, de réunir en une seule journée toutes les personnes qui avaient été formées sur ces 2 ou 3 sessions qui avaient eu lieu dans les Yvelines, c'est-à-dire toutes les médecins, infirmières, assistantes sociales qui avaient pu bénéficier de cette formation. On a eu 60% de personnes qui ont pu revenir, parce qu'il y a parfois des mouvements de personnel. Et cette journée a été extrêmement riche. Alors, elle était à l'initiative, on a été très soutenu par l'inspecteur d'académie de l'époque, directeur des services de l'éducation nationale. Et on a pu réunir donc tous ces personnels. La première matinée avait été consacrée à ce que chaque filière, je dirais, se réunisse entre elles pour voir un peu dans leur pratique professionnelle comment les choses avaient pu évoluer. Ça a pu être un temps d'échange. Et l'après-midi avait été consacré à des ateliers où ils ont pu, je suis très mais on est une profession assez féminisée, la question de la relation entre les parents et les professionnels, qui est souvent au cœur des problématiques dans la question de la crise suicidaire, et la question de l'estime de soi des adolescents. 3 pistes principales avaient pu être dégagées à l'occasion de cette journée, et ça avait été l'objet d'échanges extrêmement riches. C'était l'importance d'inclure dans ce dispositif de formation la question de la postvention, qui revenait de manière très récurrente de la part des personnels, puisque ça posait question très régulièrement dans les établissements lorsque survenait, soit pour un jeune, soit pour un adulte, la question d'un suicide, voire d'une tentative de suicide. La question d'intégrer la prévention primaire à la réflexion, puisqu'il nous semblait important que l'école étant lieu justement d'éducation, qu'on puisse voir comment on pouvait travailler la question de la prévention dans les établissements scolaires. Et l'idée, c'était aussi, ce que disait Cécile Omnes tout à l'heure, c'était peut-être que ces professionnels, médecins, infirmiers, assistants sociaux, ne soient pas isolés dans les établissements et les seuls à prendre en compte le repérage et la prise en charge des ados qui en souffrance, mais d'inclure dans cette formation les autres professionnels de l'éducation nationale qui, eux aussi, sont en contact régulier avec les jeunes et les adolescents et pouvaient être tout à fait source, en tout cas, nécessité d'avoir des outils de repérage et pour accompagner ensuite les jeunes, et donc essentiellement en direction des personnels enseignants. Donc, ça nous a amené à de nouvelles réflexions lors du comité de pilotage qui a eu lieu donc, à l'issue de cette journée fin 2012. La première chose qui était apparue, c'était la nécessité que tous les personnels de l'établissement devaient se sentir impliqués et concernés par cette problématique, faire de l'école et faire des établissements un lieu, je dirais, commun, qui soit bienveillant pour l'ensemble des personnes qui y interagissent, que ce soit les élèves, mais que ce soit aussi les adultes, hein, et que tous pouvaient être impliqués dans cette question. L'importance de donner à chacun des outils et qu'ils puissent être en capacité, chacun à leur niveau, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient personnels de direction, qu'ils soient infirmiers, assistants sociaux, selon son niveau et dans les limites de ses compétences, toute la question de la responsabilité partagée vis-à-vis des jeunes dont on a la charge. Donc, la volonté vraiment d'une démarche globale en promotion de la santé qui inclut tous les acteurs du système scolaire, qui vise le bien-être de tous au sein des établissements scolaires et de tous, donc pas exclusivement les élèves et les jeunes dont on a la charge,
mais également la question de la santé des personnels. Et ça avait été les conclusions de tous les professionnels qui avaient été formés lors de ces 2 années, c'est qu'il était difficile de parler de la souffrance des élèves sans prendre en compte leur propre souffrance pour les professionnels de l'éducation nationale. Et que les liens entre la bonne santé des adultes, en tout cas l'effet protecteur d'adultes qui vont bien vis-à-vis des élèves, étaient tout à fait mis en évidence, et pas l'inverse. Et vraiment, cet effet protecteur des adultes vis-à-vis des enfants dont on a la charge semblait un élément essentiel pour le bien-être de tous au sein des établissements scolaires. Donc, fort de ces réflexions des membres du COPIL, une décision a été prise qui a nécessité l'énergie de tout le monde, de proposer une démarche expérimentale qui était vraiment orientée sur le fait d'inclure donc les personnels, l'ensemble des personnels à cette démarche de prévention et de prise en charge de la crise suicidaire, de l'élargir à l'ensemble des membres de la communauté éducative, donc d'élargir les membres du COPIL, avec à la fois le réseau PASS, ministère de l'Éducation nationale, MGEN, le médecin conseiller technique du recteur, puisque dans notre institution, les médecins conseillers techniques départementaux n'ont en charge que la santé des élèves. Par contre, la question de la santé des personnels est en lien avec les fonctions du médecin conseiller technique du recteur. Et d'inclure la notion de territoire, parce qu'il nous semblait important de travailler et de réfléchir sur un territoire donné, de manière à pouvoir mettre en œuvre aussi les partenariats et la notion de réseau entre les établissements. Alors, juste ce que Caroline n'ose pas vous dire, c'est qu'initialement, on avait effectivement acté ce programme sur une durée de 3 ans. Elle vous raconte la suite. Donc ce programme expérimental, il a fallu le démarrer sur un bassin d'éducation parce que nous voulions d'abord le tester et puis surtout proposer une évaluation de ce programme de manière à voir dans quelle mesure il était possible de le diffuser ou en tout cas de le pérenniser sur d'autres territoires. Donc ce programme a été expérimenté sur le bassin de Poissy-Sartrouville, donc dans les Yvelines. Le public était donc pluricatégoriel, médecins, infirmières, assistants sociaux, mais également enseignants, personnels de direction, tous les personnels d'un établissement, personnel non enseignant également, gestionnaires, chefs d'établissement. Le nombre de professionnels qui ont été formés s'élève à 47 et on avait ciblé sur le même territoire 2 lycées, un lycée d'enseignement général et un lycée professionnel, qui accueillent vraiment des publics très différents, un lycée d'enseignement général avec une forte pression scolaire et un lycée professionnel où les problématiques rencontrées par les adolescents sont très différentes. 3 collèges qui recrutaient sur ces lycées et une école. Il a été difficile d'entraîner le premier degré dans cette formation pour des raisons de libération pour libérer les personnels du premier degré, c'est toujours un petit peu compliqué en raison des moyens de remplacement. L'objectif était vraiment de diffuser sur ce territoire une culture de la prévention de la souffrance psychique, d'organiser une vigilance quant aux signes de mal-être que pouvaient présenter à la fois les élèves, mais aussi les membres de la communauté scolaire, qu'ils soient adultes ou élèves. Donc elle s'est déclinée de la manière suivante. Il y a eu 5 modules de formation, 3 qui étaient en direction des élèves, 2 en direction des adultes. Cela comprenait donc 12 jours de formation, plus une journée bilan. Et ce qui nous a semblé extrêmement important, c'est que quel que soit le module de formation, que dans tous les modules, il y ait la présence du chef d'établissement ou de son adjoint, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans un établissement scolaire, le pilotage par le chef d'établissement est essentiel et c'est lui qui peut conduire et accompagner une politique de prévention dans son établissement. Les intervenants ont été, je dirais, les mêmes que ceux qui intervenaient lors du module pour les médecins, infirmières et assistantes sociales. Donc, c'était un binôme psychiatre-médecin généraliste, mais peut-être que Cécile pourra le décliner. Un professionnel de l'association Opélia-IPT pour tout ce qui était dans les modules de prévention primaire. Une consultante santé au travail qui est parmi nous aujourd'hui. La psychologue du travail du rectorat. Il était important que les personnels aient leur référent, je dirais, académique et le réseau PASS MGEN. Donc avec des financements qui, à cette époque-là, étaient 100% portés par la DOSED MGEN.
Donc au niveau des méthodes pédagogiques, on a utilisé pour le module prévention secondaire les mêmes méthodes pédagogiques que vous connaissez tous depuis la formation initiale. A été introduit un module de prévention primaire qui permettait de travailler vraiment sur les actions directes menées ou à mener auprès de l'établissement, donc dans un échelon local important. Et puis sur le module adulte, a été effectivement mis en place à la fois la question de la prévention primaire de la souffrance au travail et le repérage des collègues en souffrance, puisque les deux axes sont complémentaires et que la question effectivement de comment aller vers un collègue adulte au sein d'un établissement scolaire, ben, c'est quand même très compliqué, puisqu'on est là pour les jeunes et pas pour nos collègues. Et en même temps, si on ne sait pas quels sont les signes à repérer, vers qui faut-il aller, la question est quand même légitime. Voilà, donc c'est comme ça que Biljana Zarik nous a rejoints, et heureusement, sur ce module, et que la coordination avec la psychologue du rectorat était extrêmement utile, parce que quand on ne connaît pas le langage et les arcanes de l'éducation nationale, même après je ne sais plus combien d'années de collaboration, je continue de faire des bourdes régulièrement sur les termes qui en plus changent quand même régulièrement aussi. Voilà. Et comme ma mémoire défaille de plus en plus, je n'essaye, je crois, plus vraiment d'apprendre. Le principe qui avait été acté était évidemment de faire l'évaluation de ce programme pour savoir si il avait un intérêt ou pas. En mettant un certain nombre de critères différents en place, donc les questionnaires ante- et post-formation, de façon à pouvoir savoir quel est l'existant et quelles sont les modifications. Des entretiens semi-directifs menés de façon spécifique sur un certain nombre de personnes, mais tous les stagiaires n'ont pas pu être recontactés pour des difficultés d'organisation. Et puis une enquête en ligne où là, pareil, les relais internes n'ont pas été d'une efficacité d'enfer, ce qui fait que nous avons un échantillon qui n'est pas aussi important que ce qu'on aurait souhaité dans une démarche évaluative de ce type-là. Mais les résultats nous ont montré quand même qu'il y avait réellement une évolution des pratiques et des représentations qui ouvraient derrière, effectivement, à des possibilités de changement de climat et de positionnement, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, quand même, comme d'habitude, plus chez les jeunes que pour les adultes. On voyait que c'était vraiment un chantier qui était difficile et sur lequel il y avait un nombre de résistances important, donc d'autant plus important de pouvoir le travailler. Chez les jeunes, on retrouvait les mêmes résultats que ceux de Michel Walter, ce qui confirmait qu'il n'y avait pas besoin forcément de faire beaucoup plus dans celui-là. Les avantages qu'on a pu observer grâce à cette expérimentation, c'était vraiment l'idée de travail sur un territoire et des liens entre les établissements. L'autre élément très positif, c'était le caractère intercatégoriel qui a permis de renforcer au sein de l'établissement les liens entre les professionnels, qu'ils soient du secteur sanitaire et social ou qu'ils soient du côté des adultes, d'avoir un langage commun, ce qui n'est pas si facile dans notre institution parce que chacun met derrière les mots à des représentations et surtout des définitions différentes, une culture commune, des outils communs de prévention de la santé mentale, à la fois pour les jeunes et pour les adultes. Ça a été extrêmement riche. Le projet commun MGEN Éducation nationale et l'inscription de ce programme de formation dans le plan académique de formation, ça a été aussi une avancée. Le fait d'intégrer les 3 volets de la prévention, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires, avec une dimension santé au travail qui était nouvelle sur cette question-là. Alors l'inclusion du PVS, c'est-à-dire proviseur vie scolaire, dans la démarche, puisque les proviseurs vie scolaire ont en charge toute la question du climat scolaire dans les établissements, et ça a été très important d'avoir ce professionnel auprès de nous pendant les formations. Que cette formation était, sur site, dans le même établissement scolaire, dans un lycée qui était le lieu de vie, à la fois des professionnels. Ça a permis, tout de suite une cohésion et le fait d'avoir des échanges qui soient à l'occasion des formations, mais aussi dans les autres espaces qui ont été riches, et d'avoir des formateurs de terrain
Comme le disait Cécile Omnes tout à l'heure, c'est important d'avoir des relais locaux et de travailler avec les professionnels du secteur. Alors, sur ce qui était les limites, c'était la question du coût, bien évidemment, même si on avait un portage là, toujours par la MGEN La Dozenne. La nécessité d'une volonté partagée en termes d'objectifs et de dégager du temps pour les personnels de l'éducation nationale. Ce qui est toujours une contrainte dans notre institution, c'est ces temps de formation, surtout pour le premier degré où il faut des moyens de remplacement. Et on s'est appuyé sur la volonté de l'inspecteur d'académie de l'époque qui a été très soutenant par rapport à ce projet et qui avait mis ce projet parmi ses priorités. Ce qui a été une difficulté vraiment, ça a été d'intégrer le premier degré, c'est ce que je vous disais par rapport à la question des moyens en remplacement des enseignants du premier degré, et la question des personnels ATOS, qui sont les personnels non enseignants et qui dépendent des collectivités territoriales. Là aussi, pour des questions de convention, les choses ne sont pas toujours simples, donc ça a été un frein. On a eu du mal à associer nos collègues qui sont certes auprès des jeunes, mais qui ne relèvent pas de notre institution. Et la question des conventions, c'est toujours important dans nos différents systèmes, c'est de conventionner entre les différentes institutions de manière à ce que les choses soient actées et pérennes. Alors, l'école des hautes études de santé publique, qui avait été sollicitée pour faire l'évaluation et qui avait mené donc le travail des entretiens semi-directifs, de la collecte des questionnaires anté-post-formation et de l'enquête en ligne, a rendu son rapport et nous a fait un certain nombre de recommandations, 5 pour être exact. La première était que la notion de bassin d'éducation était effectivement un élément important à retenir, paraissant effectivement pertinent sur l'ensemble des retours au niveau des stagiaires, mais qu'il y avait un certain nombre de préalables à retenir aussi, comme tout simplement une réunion de pré-lancement du programme permettant d'expliquer la sensibilisation, le contexte, les objectifs, voilà. Deuxième recommandation, il fallait absolument garder les méthodes pédagogiques interactives. Tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir effectivement participer au programme de formation savent qu'elles sont particulièrement appréciées des stagiaires. Évidemment que nous avions retravaillé les cas cliniques adaptés au milieu scolaire de façon à ce qu'effectivement ils se soient emparés par les enseignants, c'est-à-dire que les situations ne sont pas déclinées les mêmes, bien évidemment, pour les médecins infirmières et pour le personnel enseignant des établissements. Voilà. Mais ça reste des méthodes incontournables pour la transmission des savoirs et pour que ça reste dans la mémoire des stagiaires. Troisième recommandation, inscrire ce programme dans l'environnement externe de l'établissement, c'est-à-dire permettre ce travail de réseau avec les ressources autour des établissements scolaires, ce qui est loin d'être souvent fait et qui est quand même effectivement un facteur de pérennité des actions extrêmement essentiel. Donc vraiment penser échelle de bassin, mais au-delà du bassin académique, bassin effectivement de ressources. Et c'est tout le travail de réseau et de coordination qui se met en route dans beaucoup d'endroits, mais reste quand même encore beaucoup trop faible actuellement sur notre territoire national. Quatrième recommandation, renforcer la dimension collective et les actions sur l'environnement autour de la question de la souffrance psychique. Donc c'est principalement la prévention primaire qui est trop souvent oubliée dans le cadre effectivement des actions autour de la prévention du suicide. Et quand on les articule avec la question du repérage, il y a effectivement du coup une possibilité de ne pas attendre qu'il y ait crise pour la repérer, mais de pouvoir aussi travailler sur tout ce qui peut permettre d'éviter d'entrer en crise suicidaire, ce qui nous permettra évidemment de continuer d'améliorer la situation de santé mentale de nos élèves, donc de nos adultes dans quelque temps. Cinquième recommandation, le volet adulte qui a été acté comme étant incontournable à maintenir dans le cadre de ce programme. C'était une hypothèse, on a pu effectivement le tenter et il a été acté comme faisant totalement partie des objectifs. L'éducation nationale se l'est emparée comme étant indispensable. C'était une excellente nouvelle. Voilà, sauf que comme toutes les donc il fallait aller vers un programme intégré, multimodal, programme formation-action, décliné sur 3 ans, de façon à ce qu'il puisse y avoir un accompagnement de l'ancrage territorial.
Et puis après, c'est comme toutes les recommandations, ou en tout cas beaucoup. C'est très joli, on les écoute, mais évidemment, on ne les suit pas, parce qu'entre-temps, on a changé d'objectif, de politique, d'interlocuteur, enfin, la vraie vie. Et bien évidemment, ça nous est arrivé aussi. Nous avons donc dû changer de format de par une demande que nous a fait la MGEN et qui a rencontré aussi une volonté académique. Mais c'est vrai qu'il y avait de toute façon beaucoup de choses à revoir, trop de temps de formation, un coût beaucoup trop élevé. Mais ce que nous avons regretté, c'est que par contre, nous n'avons pas eu de suivi de ce que tout ça a pu devenir sur le terrain et que l'évaluation reste encore une fois quelque chose qui est compliqué à mener et de façon durable. Donc, pas de résultat à pouvoir vous proposer de qu'est-ce que ça devient à 3 ans. Voilà, mais bon. Étape 4, on essaye de le décliner sur l'académie comme ça nous est demandé. Donc l'Académie de Versailles, 4 départements. Hein. Mais il n'y en a plus que 2. Donc ça, c'était la volonté du recteur et il était d'accord pour le financement, hein, puisqu'il y avait des questions de financement sur le programme à décliner sur l'ensemble de l'académie. Donc 4 départements pour l'Académie de Versailles, mais dans un premier temps, nous n'avons pu, en tout cas sur la période 2017-2018, le mettre en œuvre, et c'était prévu, que sur le département des Yvelines et de l'Essonne, avec le même format de formation, mais allégé, puisqu'il a fallu faire revoir les durées de formation. Donc 5 modules de formation toujours, 3 en direction des jeunes et 2 en direction des adultes. Sur les 2 départements, 47 professionnels formés, 3 collèges et 1 lycée pour le 78, 3 collèges et 2 lycées pour l'Essonne, avec un module jeune qui avait une durée de une journée pour les personnels sanitaires et sociaux, comme dans le programme initial, la prévention de la primaire de la souffrance psychique sur une journée, la question de l'orientation de la souffrance pour tous les personnels et la question de la conduite à tenir après tentative de suicide ou suicide, avec une demi-journée sur la postvention commune à tous les professionnels formés, et un module adulte qui se réduisait à une journée et demie, à la fois sur la prévention primaire et sur le repérage. Donc vous voyez une durée de formation qui était réduite presque de moitié, avec une évaluation qui était faite via questionnaire ante- et post-formation, et avec un partage du financement entre la MGEN sur le volet adulte et l'Académie de Versailles sur le volet, pour ce qui était du volet élève. Donc ce programme était inscrit au plan académique de formation. Ça, c'est un vrai avantage parce que ça permet, je dirais, d'abord une lisibilité pour l'académie de la formation de ses personnels, et puis une collaboration MGEN, Académie de Versailles, en tout cas organisme formateur, pour tout ce qui est logistique, ce qui n'a pas été sans poser de problème dans l'articulation entre les deux. Donc un format de stage rendu à 6 jours qui est donc plus facilement reproductible. Ce qui restait dans les conditions de réussite, c'était ce module qui intégrait les 3 volets, la question de la territorialité et d'une action sur un bassin d'éducation qui se limitait donc à maximum 5 établissements, le caractère pluricatégoriel qui a été conservé et qui nous semblait essentiel. Toujours la formation sur site dans un établissement scolaire essentiellement, ça s'est fait à chaque fois dans les lycées, et la cohérence dans l'approche et la démarche proposée par les formateurs. Ce qui restait un frein, c'est, comme souvent, la question de l'appropriation du programme. Il est toujours difficile de reproduire et de calquer une formation d'un lieu à un autre. Alors ça s'est plutôt bien passé dans les Yvelines, puisqu'il y avait déjà un historique de formation et une mobilisation déjà des personnels et une connaissance du programme. Ça a été beaucoup plus compliqué dans l'Essonne. L'évaluation a été très fragile avec des retours de questionnaires qui n'ont pas toujours été à la hauteur de nos attentes. Et en cours de route, une décision de la politique de la MGEN qui a été de stopper le financement pour le module adulte, ce qui nous a obligés de nous arrêter à 2 départements dans le programme 2017-2018, alors que nos collègues du département des Hauts-de-Seine étaient très motivés pour cette formation. On avait déjà réussi à mobiliser et à repérer un territoire qui était très intéressé par cette formation. Toujours la question des changements de personnes.
c'est plus compliqué d'assurer une continuité quand les personnes changent et qu'elles sont porteuses du problème. Et la question du turnover des personnels qui est dans notre académie un vrai souci puisqu'on est une académie de formation qui accueille un pourcentage très fort tous les ans de renouvellement d'enseignants et de personnel. Donc, le petit sourire donc, pour les Yvelines, puisque le programme modélisé était la bonne architecture, ça s'est vraiment bien passé. C'est un programme qui était déjà approprié par l'ensemble des acteurs, hein, je dirais, que ce soit le proviseur vie scolaire, que ce soit l'inspecteur d'académie, que ce soit le médecin conseiller technique que j'étais à l'époque et les personnels de terrain. Des résultats positifs pour les stagiaires qui ont très vite pu trouver des outils dans leur quotidien d'exercice, que ce soit en destination des élèves ou pour leurs homologues enseignants. Immédiatement, ils ont pu le mettre en œuvre et des liens possibles sur le territoire avec une politique de collaboration qui était déjà actée, éducation nationale et santé, et un territoire sur lequel était en train de se mettre en place ce conseil local de santé mentale. Donc le programme a bien été ancré dans le territoire et dans les partenariats locaux. Ce qui est essentiel parce que ce n'est pas tout de repérer et de prendre en charge au sein de l'institution scolaire, il faut après voir comment on travaille avec nos collègues sur le territoire. Alors, ce qui a été beaucoup plus compliqué dans l'Essonne, c'est que les consignes n'ont pas été respectées et surtout un point essentiel en termes d'efficacité, c'est la mobilisation des chefs d'établissement. Si les chefs d'établissement ne se mobilisent pas autour de cette formation et ne sont pas présents dans ces modules de formation, ils ont du mal ensuite et on a du mal ensuite à s'appuyer sur eux pour mettre en œuvre une politique de promotion de la santé santé globale, hein, au sein de leurs établissements. Alors peut-être que ce programme n'avait pas été suffisamment présenté aux acteurs, aux chefs d'établissement et aux proviseurs vie scolaire et aux référents académiques. On a eu un problème de coordination aussi entre notre organisme de formation qu'est la DAFPA et la MGEN avec les choses aussi simples que des ratés de convocation pour la logistique. Une seule personne portait le projet sur le département, c'était le proviseur vie scolaire, et on voit qu'il n'y a pas un double portage personnel, sanitaire et social et personnel représentant des chefs d'établissement. Les choses sont plus compliquées et pas possibilité non plus de réaliser le module de prévention primaire, ce qui est quand même assez dommage. Et alors, ce qui a été aussi un facteur non négligeable de difficulté, c'est que un de ces établissements avait vécu une situation de souffrance au travail pour les personnels qui a embolisé, je dirais, une grande partie. Je regarde Biljana parce qu'elle nous en avait elle en a été le témoin. A été très compliqué de mener ce travail sur le repérage de la souffrance pour les personnels parce qu'ils avaient vécu des choses très difficiles dans l'établissement. Alors, le gros avantage, c'est que d'habitude, ils sont plus mobilisés pour effectivement que nous puissions parler de la prévention du mal-être chez les jeunes. Là, dans le 91, ça a été totalement le contraire. Nous, on a fait un flop total sur la question effectivement des jeunes et on a assez rapidement compris qu'il y avait un problème parce que bien sûr, on n'était pas au courant en amont. Par contre, effectivement, le volet adulte a été extrêmement bien reçu et comme il arrivait après le volet jeune, ils ont fait ouf et enfin, on s'occupe de nous. Voilà, donc ça nous montrait bien à quel point les deux volets sont essentiels, mais de savoir aussi quel est le contexte local dans lequel interviennent les formateurs peut parfois un peu faciliter la conversation et éviter de perdre une demi-journée pour essayer de voir où est le problème. Bon, mais c'est pas grave. Et autre facteur à prendre en compte aussi, c'est que l'Académie de Versailles était engagée avec l'ARS pour être territoire d'expérimentation sur le plan bien-être santé des jeunes. Donc ce plan bien-être avec 11 territoires qui étaient engagés dans l'académie, aussi bien sur les Yvelines que dans l'Essonne, ça a un peu... Enfin voilà, il y a eu une multiplicité d'expérimentation et de travail sur cette thématique, hein, combien importante du bien-être et de la santé des jeunes, qu'on peut penser que voilà, c'est venu quand même percuter la mise en œuvre, je dirais, sur le département de l'Essonne. Et donc, du coup, vous avez compris qu'on a fait un certain nombre d'évolutions, de recadrages, de modifications pour correspondre à un certain nombre de logiques. Et bien évidemment, ne pas sous-estimer le poids de la logique financière. Tout ça a un coût et il faut absolument le réduire.
Sur les perspectives que nous avons effectivement à développer, sur la dernière conversation que nous avons eue avec la MGEN, ils sont actuellement sur une volonté de pouvoir porter une formation de formateurs pour pouvoir poursuivre les programmes de repérage de la souffrance psychique au travers, effectivement, enfin, en milieu scolaire. Et puis toujours en gardant les principes nécessaires, et on imagine de le porter du coup dans un binôme formateur extérieur, formateur interne à l'éducation nationale, et puis bien évidemment de faire évoluer la formation pour faire moins de présentiel, donc introduire effectivement des modules de e-learning, des MOOC, enfin quelque chose qui permettrait de pouvoir effectivement passer un certain nombre de principes théoriques en module simplifié, et de pouvoir garder par contre le temps présentiel pour vraiment travailler sur les mises en situation et la déclinaison après directe sur le terrain, ce qui nécessite là par contre d'être ensemble. Et le partage d'expérience. Et avec le partage d'expérience directe de ce qu'ils vivent, bien sûr. Alors les perspectives aussi du côté de l'Académie de Versailles, et ça c'est une volonté du recteur qui a réformé, ou en tout cas qui a souhaité une modification de tout le programme de formation, c'est vraiment d'aller sur du sur-mesure, c'est-à-dire de partir des demandes et des besoins du terrain pour répondre aux demandes de formation. Et ça, je pense que c'est un gage de réussite lorsqu'on répond à des demandes de formation qui émanent du terrain, alors que ce soit des établissements ou un bassin d'éducation qui décide, je dirais, de mettre ce type de formation dans son programme, ou en tout cas dans ses objectifs pour l'année à venir. Ce qui sera important aussi, c'est de définir la place du programme dans les autres dispositifs du ministère de l'Éducation nationale et de la Santé. J'évoquais tout à l'heure le plan bien-être santé des jeunes et le fait que l'Académie de Versailles se soit engagée pour être territoire d'expérimentation sur ce plan bien-être, avec le dispositif Écoutez-moi qui va être expérimental sur les Yvelines et sur le Val d'Oise. Donc voilà, il faudra qu'on prenne aussi en compte les autres programmes et les autres plans qui sont mis en œuvre à destination du bien-être et de la santé des jeunes. Alors sur le bien-être des adultes, on est sur d'autres volontés, mais c'est important que tout ça soit, je dirais, cohérent et coordonné. Alors bien évidemment, ça fait totalement résonance avec la dynamique que soutient la DGS en lien avec le GEPS autour de redéployer une formation de formateurs de façon à pouvoir décliner sur les échelons régionaux pour atteindre les territoires de proximité. Voilà, comment va-t-on effectivement coordonner la formation des formateurs en cours sur l'intervention de crise, puis avec effectivement la formation des formateurs éducation nationale en binôme pour pouvoir effectivement le faire. Voilà, bien évidemment un lien évident avec aussi la formation sentinelle, parce que tout le monde n'a pas besoin d'être à l'évaluation et au repérage complet au niveau des enseignements, mais par contre d'avoir des personnes sentinelles dans les milieux scolaires, c'est quand même indispensable. Voilà, donc, et puis ce qui nous paraît absolument essentiel, c'est que comment le faire rentrer aussi dans l'axe des programmes régionaux de santé qui se déclinent là pour 5 ans. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir éventuellement un copil ou un lien serré ARS, académie, pour pouvoir justement travailler sur le croisement des demandes, des besoins, des ressources, de ce qui est prévu, avec quel projet pour quel territoire, de façon à ce que ce ne soit pas le même territoire qui soit sollicité pour tout, mais que l'on puisse quand même pouvoir effectivement se servir de cette expérience où on sait par le programme Papageno que le rhizome nous permet quand même de pouvoir effectivement gagner petit à petit les territoires suivants, parce qu'ils ne déménagent pas forcément tous de l'Île-de-France à Marseille, c'est pas vrai. Il y a des fois où ils changent simplement d'établissement, ils vont un peu plus loin. Donc voilà, comment être là-dessus, et voilà, est-ce qu'il faudrait un copil académique région, quelle est l'échelle de là aussi pour pouvoir travailler une instance de coordination, d'échange des données qui nous permettrait de pouvoir trouver un bon braquet
économiquement viable, avec effectivement la mise en cohérence des différentes dynamiques. En tout cas, pour nous, c'est une question, mais comme c'est une question politique, on la laissera aux politiques. Et puis, quelques points de vigilance quand même pour demain, dans la mesure où n'avait pas été fait une convention entre les différents acteurs, et c'est casse-pied de faire une convention, et en même temps, l'avantage de faire une bonne convention, c'est que ça permet quand même de savoir qui a charge de quoi. Et voilà, et ça permet quand même là aussi de solidifier. Après, l'avantage, c'est que si une convention est bien faite quelque part, elle peut peut-être servir aussi ailleurs, quand on se partage les données, ce qui est le cas effectivement aussi à notre niveau. Définir le binôme, parce que oui, on parle d'un copilotage au niveau politique, mais après, il faut des copilotages sur le terrain. C'est indispensable. Et puis, bien sûr, quelle technique de mobilisation, parce qu'un des freins aussi, c'est que oui, il y a eu plusieurs programmes, mais il n'y a pas que les programmes sur la question de l'adolescent, du bien-être des adolescents qui a eu lieu. Il y a aussi eu un certain nombre de réformes tous les 2 ans dans tous les systèmes qui nous prennent une énergie phénoménale et déstabilisent quand même fondamentalement les organisations d'équipe. Et du coup, on perd de l'efficacité dans la mobilisation des partenaires auprès des jeunes, du coup. Voilà. Comme vous l'avez compris, la prévention primaire est absolument à penser dans ce type de programme. Il ne faut surtout pas la laisser de côté. C'est un investissement qui ne coûte pas cher et qui peut rapporter très gros, mais encore faut-il l'évaluer là aussi. Et puis, l'évaluation qui est quand même le parent pauvre de nos actions de formation. Et en même temps, quand on n'évalue pas, on ne sait pas... Enfin, on a des idées de ce qu'il faudrait améliorer, mais on ne peut pas effectivement acter que c'est réellement nécessaire. Et le volet adulte est quand même une preuve évidente. Et heureusement qu'on avait évalué ce volet adulte. Voilà, en conclusion, parce qu'il est tard et que vous avez tous faim, vous avez bien compris qu'on est tous convaincus, en tout cas pour ceux qui y participent depuis un certain temps, que ce programme est un bon programme de prévention secondaire, qu'il est utile pour la prévention tertiaire parce qu'on l'a articulé avec effectivement les programmes, ça a un titre, enfin bref, ce qu'ils ont tous développé pour les attentats, ça a été parfait pour pouvoir parler de la prévention du suicide au sein des établissements, parce qu'ils avaient déjà une ossature et on a travaillé avec les outils des établissements pour les adapter à la prévention du suicide. Et avec par contre effectivement la question de l'échelle territoriale, donc évaluer quels sont les territoires qui peuvent être accessibles. Ils ne sont pas tous éligibles, même si nous le pensons, ils ne sont pas forcément prêts. Donc c'est important là aussi d'être vigilant à ne pas imposer des formations où les établissements ne seraient pas capables de pouvoir les absorber. Mais il y a quelques fragilités, comme vous l'avez compris aussi. Nos changements politiques un peu fréquents et nos changements de directeurs un peu fréquents et nos changements d'interlocuteurs un peu fréquents et nos changements voilà. Donc, comment arriver à pouvoir effectivement faire une continuité des actions dans tous ces changements, c'est pas simple. Et puis le suivi logistique, ça paraît cornichon comme ça, excusez-moi, mais quand vous arrivez dans un établissement qui n'est pas fléché, qui ne vous attend pas, qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, que les convocations ne sont pas arrivées et que vous-même, vous avez déjà depuis 6 mois bloqué votre agenda pour faire cette action avec tout ce que ça représente, finalement, un petit appui logistique efficace qui rappelle aux établissements la veille ou l'avant-veille, qui aide au fléchage, etc., ça coûte pas cher et ça fait gagner beaucoup là aussi en efficacité et en détente pour les stagiaires, parce que les formateurs, c'est pas trop le problème, mais même pour les stagiaires, c'est quand même très, très agréable. Et puis, ce que vous avez bien compris, c'est que ce programme est encore trop lourd financièrement et en temps. Et là, c'est tout le développement des actions en e-learning qu'il faut qu'on arrive à réfléchir pour être effectivement plus léger et plus facilement reproductible à d'autres échelles sur le territoire national. Et puis, notre petit copil où il faut qu'on trouve notre dimension pour pouvoir se coordonner plus rapidement, plus facilement, et pas forcément découvrir après ce qui aurait été bien. Mais il y a plein de choses qui vont bien. Oui, alors sur les leviers qu'on peut utiliser, ou en tout cas sur lesquels il faut s'appuyer, c'est la question de la politique d'établissement.
avec toute la question du bien-être des élèves et du bien-être des personnels, de l'ensemble de la communauté éducative sur un établissement. On est dans une période où cette question des environnements favorables est à l'ordre du jour avec les écoles promotrices de santé. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ça, faire que l'établissement soit un lieu favorable pour tous. Le chef d'établissement, je l'ai dit à plusieurs reprises, est vraiment la clé de voûte de la mise en œuvre de ce type de programme sur les établissements. La volonté nationale, elle est affichée là actuellement avec la prévention au cœur de toutes les pratiques. La volonté académique, on a la chance d'avoir un recteur qui porte haut cette volonté. L'importance de l'échelle du bassin, on a suffisamment insisté sur ça, c'est vraiment l'échelle intéressante et toujours s'appuyer sur des établissements volontaires. Et essentiel aussi le lien avec les ressources sanitaires locales, comment on travaille le réseau, parce que sans ça, c'est vraiment essentiel. Et les maisons des adolescents sont un levier, je dirais, important à mobiliser sur la question du réseau autour des adolescents. C'est pour ça que c'est très important que les formateurs aient la connaissance du terrain, donc soient, si possible, des formateurs de proximité. Voilà, si vous faites venir un formateur de Marseille sur mon territoire, il ne va pas savoir quelles vont être les ressources locales et il ne va pas pouvoir les diffuser facilement. De même que si vous m'envoyez à Marseille, ça va être purement théorique, enfin on va le faire, mais comment effectivement mettre en lien derrière, ça va manquer un peu de peps, même si j'appellerai David, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment aussi un des leviers extrêmement importants dans la déclinaison des réseaux de formateurs, c'est que cette idée de pouvoir effectivement faire un système en grappe où on arrive à des formateurs de proximité est quand même une idée majeure. En tout cas, ce qui a été la conclusion de l'évaluation, quels que soient les programmes, ça a été toujours des formations extrêmement appréciées par les stagiaires. Ça leur a apporté des outils, ça les a rassurés par rapport à leurs compétences justement sur ce qu'ils pouvaient mener auprès des jeunes, voire auprès de leurs collègues. Et vraiment, le changement des pratiques, surtout quand on est en intercatégoriel, c'est comment ensemble on peut changer nos pratiques, comment on peut mettre en œuvre des projets au sein de l'établissement, comment on reconnaît un chacun sa spécificité, sa particularité et comment on peut, autour des adultes et autour des élèves, faire en sorte qu'il y ait un maillage de manière à éviter les situations dramatiques. Merci, mesdames, d'avoir partagé avec nous ces constructions, déconstructions, reconstructions qui montrent bien comment un programme de prévention, ça met du temps, ça se travaille, ça se réarticule, ça se re-questionne, ça s'évalue. Et ça, c'est un des fils conducteurs aussi de cette journée. C'est à la fois la formation, mais l'évaluation de la formation, on l'a déjà dit ce matin. Il faut qu'on puisse rendre des comptes aussi et savoir si ce qu'on fait, on le fait bien et si ça a des effets. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a le temps pour une question? Il y a 5 minutes, donc si jamais dans la salle il y a des questions. Il y a une question de l'autre côté. Micro, s'il vous plaît. Philippe Binder, professeur à l'Université de Poitiers. Je vous remercie beaucoup de cette présentation très détaillée. Je reste un peu sur ma faim sur l'évaluation. Vous avez dit qu'elle était bonne. On aurait aimé avoir quelques éléments. Bonne, mais difficile à faire. Voilà. Car quand on veut développer, multiplier, sur quels critères et comment, qu'est-ce qu'on a pu sortir comme élément phare, sans rentrer dans les détails. Alors, est-ce que je retrouve... Est-ce que je ne vais pas avoir celui de 2015, sinon c'est pas drôle. Le seul que je n'ai pas imprimé. Alors, je suis vraiment désolée parce que, bien évidemment, je n'ai pas amené les chiffres exacts du rapport d'évaluation de l'ESEP, mais il n'y a pas de souci, je peux vous le transmettre, il n'a rien de secret. Il a été mené... alors après, il a été mené dans le cadre... On parle de l'évaluation de 2015, donc du programme académique, pour voir s'il était mobilisable. Parce qu'en fait, comme on a passé notre temps à évaluer, quelle est l'évaluation dont vous parlez ?
Parce que la Oui, mais dans grosse quel évaluation programme qu'on a faite, qui a été menée sur le module EDEV et le module adulte, et a permis de comparer qu'est-ce qui était effectivement similaire entre les deux, qu'est-ce qui était spécifique à chacun, et donc quelle était la plus-value de continuer ce modèle, où en plus on avait fait des choix qui faisaient qu'il y avait des éléments communs entre les deux modules, mais par contre ce n'étaient pas les mêmes personnes des établissements qui participaient aux deux modules. L'idée étant de créer des équipes ressources au sein des établissements et non pas des équipes d'experts au sein des établissements. Donc sur les modules élèves, ce qui a changé en général, c'était le fait qu'ils se sentaient plus compétents, sur le fait qu'ils savaient comment aborder un élève, qu'ils savaient, enfin, ce qu'on retrouve dans toutes les données, qu'ils savaient du coup vers qui orienter au sein de l'établissement, qu'ils étaient plus au clair avec leur propre place et leur propre rôle. Donc en général, enfin, ça permettait du coup qu'ils ne soient plus en lien unique avec les élèves ou qu'ils évitent. Et ça permettait effectivement du coup de leur permettre de favoriser la rencontre avec le jeune quand il le sentait en difficulté et de pouvoir effectivement l'accompagner vers soit en général, soit le CPE, soit vers le sanitaire en fonction des enjeux. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, comme vous l'avez compris, la grande difficulté que nous avons, c'est que cette évaluation a été suivie d'une recommandation de faire un bilan sur 3 ans pour que nous puissions avoir un recul, sauf que ça n'a pas été acté dans les volontés politiques et que actuellement, ça ne semble pas être tout à fait dans les tuyaux d'aller regarder sur le bassin expérimental où est-ce que ça en est aujourd'hui. Si nous avons l'occasion de le faire, c'est promis, on le fera, parce que cette question est essentielle. Mais comme vous l'avez compris, enfin, je pense que je l'ai suffisamment dit, c'est déjà compliqué d'avoir une évaluation one-shot. C'est encore plus compliqué de suivre ce que devient un programme sur le terrain. Hélas. Dernière question. Alors, désolée, je ne connais pas Oscar. À ma Le réseau connaissance. Oscar, c'est effectivement c'est un site où on trouve effectivement toutes les actions répertoriées par région. Mais je me demande si c'est pas essentiellement du sanitaire d'ailleurs. Hein, je crois que c'est les ARS. Enfin, nous, on en a entendu parler par les ARS. Pas que les ARS, d'accord. Bon, a priori, non. Alors, excusez-moi. Oui. Il y avait un module de prévention primaire qui durait une journée, qui a été mené par Opélia IPT et qui travaillait cette question-là qui donnait des outils aux professionnels des établissements scolaires pour mener des actions effectivement de développement des compétences psychosociales. Mais ça reste très fragile, comme vous l'avez compris, en fonction des choix qui sont faits dans le financement du programme. Après, ce type de formation ou d'outils peut être décliné dans le cadre d'autres programmes de formation et de prévention qui sont très centrés sur le développement des compétences psychosociales, et ça fait partie des modules de formation qui sont proposés au plan académique de formation dans les établissements scolaires. Je dirais qu'il y a d'autres... voilà. Comme nous, par exemple, on va proposer dans le cadre de la suite de ce programme et des améliorations de pouvoir éventuellement mettre en place des formations en média training des sanitaires et sociales des établissements scolaires, de façon à ce qu'ils soient encore mieux outillés, n'est-ce pas, petits camarades ?